Je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. De toute façon, la sobriété, c'est en premier lieu questionner les besoins, en fait, se dire j'ai compris que mes activités allaient avoir un impact environnemental, que ce soit numérique ou pas, en fait. Il faut que la somme de toutes nos activités ne dépasse pas les limites planétaires. Donc on peut optimiser nos activités, faire en sorte qu'elles soient plus efficaces, faire en sorte qu'il y ait moins de gaz à effet de serre, mais généralement ça vient un peu des vases communicants, ça vient agresser entre guillemets une autre limite planétaire. Donc on peut faire au mieux, mais il y a un type de geste qui lui ne fait qu'améliorer la situation, c'est la sobriété, c'est-à-dire se dire volontairement, bah non en fait, ce que j'ai besoin de plus, est-ce que j'ai besoin d'avoir un truc qui a l'air mieux, bah peut-être pas en fait. Il faut d'abord questionner ses besoins. Ça c'est la priorité parce que ça draine toute la suite et surtout il y a pas d'effet de bord, il y a pas d'effet caché de déplacement d'impact environnemental sur un autre sujet. Aurélien a essayé de changer les choses de l'intérieur dans son ancienne entreprise, jusqu'à se rendre compte que sa place était ailleurs. Cet ailleurs, c'est l'animation, la formation, donner des prises de conscience écologiques pour que les entreprises et les particuliers puissent faire de l'écologie un projet long terme et à 360 degrés. Je vous laisse en compagnie d'Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour Amélie, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans ce petit café à Paris. Merci. Et je voudrais te poser en première question, comment vas-tu, mais si je te dis écologie? À titre personnel, je vais plutôt bien. Et ma vie d'aujourd'hui me satisfait beaucoup plus que ma vie d'il y a quelques années. Et après, au niveau écologie, donc peut-être on peut traduire ça par comment va la planète ou est-ce qu'on prend soin suffisamment bien de notre planète? Là, ma réponse va être plus ambivalente parce que il y a du pour et du contre. Dans le contre, je trouve que malheureusement, on est loin de prendre suffisamment soin de notre planète. En fait, on continue d'exploser les limites planétaires et de rendre la planète potentiellement inhabitable ou de plus en plus inhabitable pour l'espèce humaine. Et donc, ça, c'est quand même un gros problème. Et c'est ce sur quoi je consacre ma vie aujourd'hui, en fait, d'essayer d'améliorer cette situation. Mais en même temps, il y a du pour, qui est que je pense que petit à petit, les choses changent quand même. Et en tout cas, la matérialité des choses ne change pas assez ou pas assez vite, ça c'est vrai. Mais la prise de conscience, je sens qu'elle bouge, je sens qu'elle avance. Et ça me fait du bien, en fait. Parce que j'ai espoir. J'ai espoir et je veux croire que petit à petit, oui, on va suffisamment prendre conscience et que des choses vont bouger, se déclencher. Et en fait, il y a plein d'indices, des signaux faibles, comme on dit, qui montrent que ça a déjà commencé. Donc c'est cool. Comment te présenterais-tu sous le prisme de l'écologie? Quel est ton chemin? Alors, pour moi, l'écologie, ça date. Ça date, comme disent mes fils. C'est ancien. En fait, quand j'étais petit, je pense que je me sentais écolo. Sauf que, je sais pas, le mot n'existait pas ou il n'était pas vraiment arrivé à mes oreilles, quoi. Donc, en tout cas, j'avais une forte préoccupation environnementale dès tout petit. Donc, l'anecdote que j'aime bien glisser, c'est que je donnais mon argent de poche au WWF, voilà. Parce que, ça m'a tout le temps beaucoup touché et voilà. Donc, ça a toujours été très, très important pour moi. Le contact avec la nature, le prendre soin de la nature, de l'environnement, etc. Sauf que la conscience collective autour de moi était faible, autour de moi familialement, mais même dans nos sociétés, je pense. Là, on n'était pas au même niveau qu'aujourd'hui. Donc, en fait, pendant longtemps, ça s'est traduit par pas grand-chose d'autre que l'argent de poche au WWF, quoi. Et puis ensuite, j'avais une passion pour l'automobile et notamment les Peugeot, donc qui avait pas grand-chose à voir avec la préoccupation environnementale. Il y a le côté lion, peut-être, qui fait le lien entre les deux, mais c'était à peu près tout. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi des études plutôt scientifiques. Je suis devenu ingénieur.
Mon premier boulot, ça a été de travailler chez Peugeot, en fait. Tout de suite, je suis rentré chez Peugeot. Et donc, en fait, je faisais rien d'écolo particulièrement, mais du coup, ça m'a pesé, en fait, assez vite. Je me suis dit, OK, c'est cool, je travaille autour des voitures, je suis content, mais il me manque quelque chose. Et donc, au bout de quelques années, en discutant avec des collègues à qui j'exprimais ça, quoi, il y a un moment une copine qui m'a dit, tiens, regarde, on crée un groupe de centraliens, donc d'ingénieurs centraliens, autour de sujets de transition énergétique. Ça va te plaire, viens, toi qui es un peu écolo, ça devrait te correspondre. Et donc, j'y suis allé, effectivement. Donc, ça s'appelle Centrale Énergie. Ça existe encore. On organise des conférences et des petites publications sur le sujet de la transition énergétique. Et donc, je me suis dit, ouais, super, j'ai contribué à la création de ce truc et ça va me soulager. En fait, ça va m'apporter le côté écolo, plus ou moins en lien avec mon boulot et tout. Donc, c'était pas mal. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que ça m'a ouvert les yeux. En fait, ça m'a documenté sur autre chose que les petits oiseaux, les petites fleurs et le VVF, en fait. Ça m'a permis de me former sur le sujet énergie-climat. Par exemple, c'est à cette occasion que j'ai lu les écrits de quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. Et en fait, ça m'a pas du tout soulagé. En fait, ça m'a pas du tout soulagé. Ça m'a plutôt mis une claque et ouvert les yeux sur des sujets énormes. Alors en gros, le sujet énergie-climat que j'avais pas en tête du tout. Enfin, en tout cas, pas à ce niveau-là, à ce moment-là. Et donc finalement, ça m'a pas soulagé, ça m'a plutôt stressé, ça a augmenté mon stress de à la fois de ma dissonance, quoi, à la fois de travailler dans l'automobile et à la fois d'avoir cette préoccupation environnementale, quoi, la préoccupation de prendre soin de notre environnement, quoi, on va dire. Donc en fait, à partir de ce moment-là, donc j'ai commencé chez PSA en 99 et Centrale Énergie, c'était à partir de 2006 et donc 2006 et les quelques années suivantes, j'ai commencé à beaucoup cogiter et en fait à me dire il faut que je fasse autre chose que des voitures. Okay. Voilà, et il faut que je quitte Peugeot. Et sauf que les choses se sont faites très 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 lentement parce que je suis lent au moins sur certains sujets. Et donc je suis resté chez PSA, mais petit à petit en essayant de faire évoluer PSA de l'intérieur en fait. Donc dans un premier temps, j'ai travaillé sur la baisse des émissions de CO2 de PSA. Et ça a bien marché ça. Dans un deuxième temps, j'ai travaillé sur le véhicule électrique. Voilà, qui a des pour et des contre au niveau environnemental, clairement, mais qui a quand même des pour. Et tout ça, ça m'a amené jusqu'à 2018, 2019, donc il y a 5 ans, où là, j'ai fini par me dire, OK, ça suffit pas, il faut que je fasse autre chose. Et donc, j'ai décidé de quitter PSA, donc une forme de bifurcation, en fait, de démission. C'est pas vraiment une démission parce que c'est encadré chez PSA, c'est plutôt une rupture conventionnelle, quoi, voilà. Mais donc j'ai décidé de changer de vie à ce moment-là et de partir faire autre chose pour concentrer mon activité sur un impact positif pour l'environnement, quoi, on va dire, ou l'écologie plus globalement. Si tu as quitté PSA, c'est parce que tu voyais que tu pouvais pas aller plus loin que ce que tu avais déjà fait au sein de cette entreprise, ou c'est que vraiment tu voulais voir autre chose? C'est un petit peu tout. C'est un petit peu tout. Donc ça correspondait à ma situation de vie à ce moment-là. Pendant plusieurs années, j'ai essayé de changer les choses de l'intérieur. Effectivement, changer les choses de l'intérieur. Et en fait, je pense que c'est très important que des gens changent les choses de l'intérieur. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Mais moi, il y a eu un moment où je n'y arrivais plus, en fait. Ça devenait trop difficile pour moi parce qu'il y avait trop de dissonance par rapport aux autres infos que j'avais de l'extérieur. Et donc, j'avais besoin, je n'y arrivais plus de l'intérieur, donc c'était une forme de découragement ou de lassitude. Et j'avais besoin de rompre et de passer à autre chose. Et maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, en fait, et en l'occurrence, j'anime des ateliers de fresques du climat, fresques du numérique, et puis un autre atelier qui s'appelle le puzzle climat. Donc, je suis à l'extérieur, je suis plutôt indépendant. Et en fait, j'ai beaucoup de contacts avec des entreprises encore. Et le profil ou en tout cas l'expérience que moi j'ai vécue, je la retrouve beaucoup dans les interlocuteurs. C'est-à-dire que je vois aussi beaucoup de personnes dont la prise de conscience arrive en fait, dont la maturité sur ces sujets-là évolue. Dans un premier temps, ils cherchent à faire changer les choses de l'intérieur, mais effectivement, il se passe un truc à un moment où ils y arrivent plus, où c'est trop difficile. Et certains choisissent de partir juste parce qu'ils y arrivent plus en fait. C'est pas qu'ils pensent qu'il y a plus rien à faire dans l'entreprise. C'est juste que eux-mêmes n'y arrivent plus parce que ça devient trop pesant de se confronter à toutes les difficultés qu'on peut retrouver dans des boîtes qui bougent lentement, ça devient trop difficile. Il y a des gens qui arrivent à rester, peut-être parce que ils arrivent à faire jouer leur ambition personnelle en même temps, et j'en connais aussi des profils comme ça, et c'est très bien en fait, tant mieux, mais
Je rencontre aussi beaucoup de profils comme ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire que dans un premier temps, ça va, on essaye de faire bouger, on accepte des compromis, mais il y a un moment où on n'y arrive plus et on sort. Et donc, moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai décidé de sortir complètement parce que j'arrivais plus à faire bouger les choses de l'intérieur. Je me sentais pas suffisamment utile. Voilà. Et par contre, je suis parti un peu à l'aventure, en fait, sans savoir ce que j'allais faire. À l'époque, je n'avais même pas participé à la fresque du climat encore, donc je savais qu'elle existait parce que je connais Cédric Ingenbach qui a créé la fresque du climat, justement par Centrale Énergie. On était ensemble dans Centrale Énergie. Mais j'avais jamais participé, donc j'avais prévu des trucs, voilà. J'avais prévu de tester surtout plein de choses. Je m'étais donné du temps pour tester plein de choses, mais je savais pas ce que j'allais faire. Donc j'ai pris ce risque entre guillemets parce que de toute façon je voyais que c'était une impasse de rester chez PSA, que j'allais pas être heureux parce que je voyais plus ce que je pouvais faire de plus. Et puis surtout il y a eu quand même un truc très personnel, c'est que j'avais passé 40 ans. Et c'est un déclic en fait, et j'ai rencontré plusieurs personnes qui me disent ça, et j'en avais entendu parler avant d'avoir 40 ans, mais je me disais ouais ça change rien, mais en fait si, enfin moi ça a changé quelque chose quoi, parce que une fois que j'ai passé 40 ans, je me suis dit ah ouais, alors attends, ça fait 20 ans que je bosse quoi, grosso modo, qu'est-ce qui va se passer les 20 années qui viennent, grosso modo jusqu'à la retraite quoi, peu ou prou. Et je me suis projeté en fait, et je me suis dit est-ce que j'ai envie que les 20 années prochaines ça soit toujours chez PSA à faire la même chose? Et là, je voyais que non, ça marchait pas. Je voyais que non, il fallait changer quelque chose. Je ne me voyais pas du tout faire les 20 ans qui venaient encore dans le même monde. Je me disais non, il y a un truc qui cloche, il faut que je change. Et ouais, en fait, cette histoire d'âge, indépendamment de l'aspect écolo, environnement, a fait comprendre que j'avais envie d'un challenge en fait. Et peut-être même d'une aventure entrepreneuriale que j'avais pas vraiment détecté chez moi avant, mais je sentais que j'avais envie de ça, j'avais envie de tester ça. J'avais envie de tester plein de trucs dans le registre écolo, mais aussi là-dessus, en fait. J'avais envie de me tester moi-même dans une aventure et pas de rester salarié, parce que j'étais salarié plan-plan, quoi, on va dire. Et je me suis dit, ah non, quand même, plus tard, à l'âge de la retraite, j'aimerais vachement me dire, tu vois, ouais, j'ai testé un truc, une aventure entrepreneuriale. Ça, j'avais envie. Donc, il y avait un peu ces deux aspects, en fait. Il y avait l'aspect écolo où je fatiguais en restant là, à essayer de faire changer les choses de l'intérieur. Mais c'est vrai, il y avait aussi un aspect de me challenger moi-même, de voir ce que je pouvais donner dans un contexte plutôt entrepreneurial. Est-ce que tu avais quand même, parce que là tu dis que tu es parti dans l'entrepreneuriat, mais est-ce que tu avais un peu quand même un plan B de au cas où j'ai une entreprise qui pourrait me plaire si jamais ça fonctionne pas? Ou pas du tout? Bah, pas vraiment, non. En Ouais. fait, toutes les années où j'ai essayé de faire changer les choses chez PSA de l'intérieur, en parallèle, je cherchais des jobs salariés ailleurs, Ok. dans d'autres boîtes, sur des trucs plus écolos. Donc c'était une manière de changer un peu, mais en restant finalement dans le même registre. Et en fait, j'ai jamais trouvé. Et ça aussi, je discute avec beaucoup de gens qui me disent trouver la même chose. Et je pense que c'est un peu la première étape quand tu es salarié d'une grosse boîte. Bah, voilà, je veux pas généraliser, mais voilà, généralement c'est ça le schéma. Quand tu es salarié d'une grosse boîte, bah, tu es habitué au salariat, ça te rassure. Il y a un aspect économique, de toute façon, faut pas se mentir. Et donc je rencontre des gens qui cherchent, qui disent bah moi je veux faire des trucs écolos, mais je veux rester salarié d'une grosse boîte en fait. C'est un confort, une sécurité. Et en fait, bah, la plupart des gens qui discutent ne trouvent pas, en fait. Et je pense que c'est normal, en fait, parce que la plupart des grosses boîtes, du moins en France aujourd'hui, bah, elles proposent des trucs qui sont assez peu écolos, en fait, parce que leur business model, il est pas écolo. C'est juste comme ça, quoi. Finalement, les boîtes qui peuvent éventuellement proposer des trucs écolos sous forme de salariat sont pas des grosses boîtes. Donc, tu peux être salarié, mais ça va être plutôt dans des petites boîtes, justement des boîtes qui sont en train de se créer, qui sont peut-être pas à la phase vraiment entrepreneuriale start-up du début, mais qui sont quand même petites. Et donc les rejoindre, c'est de toute façon une forme de pari en fait. Donc le fait de chercher dans ce registre-là, je pense que à l'époque, donc c'était il y a 5 ans, mais même encore aujourd'hui, je pense que c'est un peu une impasse, c'est pas possible. Et si tu veux vraiment faire des trucs à impact, quoi, c'est-à-dire et qui bougent, qui changent la donne, t'es obligé un peu de basculer du côté entrepreneuriat, soit en l'étant toi-même vraiment, soit en rejoignant une boîte finalement qui est assez fragile parce qu'elle est assez jeune, tout simplement parce que l'écosystème du changement, bah il est pas encore bien gros quoi en fait. Et il faut le créer justement, il faut le créer. Donc bah c'est une forme de risque forcément pour soi-même quoi. Ben, pour soi-même et puis même financier, parce que forcément dans des petites boîtes, le salaire qu'on peut avoir dans une grosse par rapport à une petite, il sera
plus Ouais, petit, quoi. tout à fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ben oui, voilà. Mm. Donc moi, ma compagne est salariée et fonctionnaire même. Donc en fait, c'est mon calcul, c'était que le risque était faible. Mm. Après, j'avais des aides de mon ancien employeur qui me faisaient que je savais que j'allais pouvoir tenir un certain temps. Il y a le chômage en France. Mm. Enfin, pour ceux qui peuvent il y a des gens qui peuvent pas partir en rupture co, donc qui Ouais. peuvent même pas avoir le chômage. Et entre nous, on blague en disant que le Pôle emploi, c'est la première aide de la transition en France, quoi. Et Mm. c'est vrai, il y a beaucoup de Mm. monde qui transitionne et qui, au moins un temps, utilise Pôle emploi. Moi, j'ai utilisé Pôle emploi pendant un an. Je l'ai arrêté avant la fin parce que mon activité avait démarré, donc ça allait. Mais en fait, pour répondre à ta question précédente, mon calcul aussi, c'était, mais je m'étais dit, bon, ok, je suis aidé, c'est cool, mais en tout cas, j'étais capable de me dire, j'ai un laps de temps pour tester des choses. Mm. Alors, vu les aides que j'avais, mon laps de temps, il était important, quoi. J'avais facile 2 ans, peut-être même plus, où je savais que j'allais pas avoir vraiment de problème d'argent. Mm. Et je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Mm. Il y a des gens qui peuvent compter que sur leur épargne perso pour se dire, bah, je démissionne et puis je vis sur mon épargne. Donc, le laps de temps, il est rarement de 2 ans. C'est plutôt, je sais pas, 6 mois, quoi. Mais bon, quand même, ça permet de tester des choses. Et après, la question que je m'étais posée, moi, c'est, ok, mais une fois que supposons que au bout de 2 ans, 3 ans, j'ai tout cramé et que j'y arrive pas, la question, ça devient, est-ce qu'il est plausible que je puisse retrouver un emploi salarié Mm. ailleurs, même dans une boîte pour laquelle j'ai pas envie de bosser aujourd'hui, Mm. mais ok, mais est-ce que c'est plausible que je retrouve un emploi salarié? Et moi, dans mon cas, j'ai estimé que ouais, c'était super plausible en fait. Mm. Et comment ça t'est venu alors cette idée de fresque? Et après, tu as une autre partie aussi où tu viens en aide, en conseil dans les entreprises, c'est ça? Alors, assez peu en fait. Ok. À l'heure actuelle, je pourrais détailler mon activité, mais sinon, ma situation actuelle, comment ça m'est venu? En testant des choses, Donc, moi, c'est ça que je recommande. Enfin, bon, il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent faire, hein. Moi, c'était pas le cas. Mm. Je cherchais une manière d'avoir de l'impact, un impact positif, et je savais pas exactement comment. Donc, ce que j'ai fait les premiers mois, c'est vraiment que j'ai testé un maximum de choses, que j'ai rencontré un maximum de monde. Ça, ouais, pour moi, c'est intéressant parce que quand j'étais chez PSA, on m'avait recommandé de réseauter, donc de Mm. rencontrer des gens et tout, mais j'y arrivais pas du tout et j'aimais pas du tout ça, en fait. Mm. Parce que je trouvais ça factice et ça me plaisait pas. Et en fait, dès que j'ai quitté PSA, je sais pas, mon mind, PSA n'y est pour rien, hein. Ouais, j'aime beaucoup PSA, en fait. Enfin, c'est Stellantis maintenant, mais. Oui. Je sais pas ce qui a été débloqué exactement chez moi, mais d'un coup, j'ai pris plaisir à rencontrer des gens, en fait. Mm. Partager leurs expériences et à recevoir des idées comme ça et à construire des idées en discutant à plusieurs comme ça, comme on est en train de faire, en Mm. fait, là, nous deux, tu vois. Ça me plaît beaucoup, en fait. Et petit à petit, j'ai chopé plein d'idées comme ça. Où je me suis dit, ah ouais, tiens, ça, c'est intéressant, je voudrais tester. Ou peut-être, tiens, bah oui, il y aurait quelque chose à construire là-dessus. Donc, j'ai eu une phase, je sais pas, ouais, qui a duré au moins un an comme ça, de bouillonnement, en gros. Je me suis autorisé à tester plein de choses, à discuter avec plein de monde et à partir dans plein de directions, quoi, grosso modo. Et puis ensuite, dans le lot de tout ce que j'ai rencontré, il y a des choses où c'était des impasses pour différentes raisons. Mm. Soit parce que ça me plaisait pas, soit parce que je voyais que je pourrais jamais en vivre. Mm. Et dans le lot, il y avait des trucs où ça me plaisait et je voyais que je pourrais en vivre que je pourrais en vivre et que ça me plaisait et qu'en plus, c'était utile au monde. Mm. Alors ça, c'est un truc qu'on appelle l'ikigai. Ah. Ouais, voilà, c'est le truc, c'est arriver à détecter quelque chose où à la fois tu es compétent, voilà, fait, et ça sert au monde. Mm. Voilà, grosso modo, c'est Mm. ça. Et enfin, en tout cas, moi, c'est exactement ça que je recherchais. Bon, et dans tout ce que j'ai rencontré, il y a des choses que je continue parce que ça me plaît et que je suis un peu compétent et ça me rapporte rien. Mm. Par exemple, je fais des repairs café. Ça, j'adore vraiment, mais il n'y a pas de modèle économique pour moi aujourd'hui là-dedans. Donc, bon, voilà. Par contre, tout ce qui est sensibilisation, donc essayer d'aider les autres à prendre conscience des limites environnementales actuelles, pour qu'ils cherchent comment les dépasser, enfin pas les dépasser justement, mais comment dépasser la situation et faire en sorte qu'on respecte toutes nos contraintes environnementales. Bon, ça, voilà, je trouve que c'est un truc où à la fois je suis compétent, à la fois ça me plaît, à la fois je peux en vivre et à la fois c'est utile au monde. C'est les 4 piliers du l'ikigai si je me gourre pas, quoi. Donc je suis dans ce registre-là. Donc voilà, pour ta dernière question, à une époque je me disais je vais faire de la sensibilisation et du conseil.
En fait, non, je suis occupé à 100% sur la sensibilisation aujourd'hui et ça me va très bien comme ça, quoi. J'ai une copine, donc Victorine, si elle nous écoute, qui s'est lancée dans tout ce qui est coaching formation de l'ikigai. Donc c'est pour ça que j'ai souri quand tu l'as dit. Et moi, la première fois que j'en ai entendu parler de l'ikigai, c'était juste avant le Covid, en 2019. Et pour moi, mais ça me paraissait complètement fou, un peu tordu et tout. Donc je suis pas allée tout de suite. J'ai encore jamais vraiment fait, mais par contre, je vois autour de moi les gens qui l'ont fait, à quel point ça les ouvre, quoi. Et toi, t'as fait cet ikigai, tu l'as fait comment, tout seul, avec de l'aide? Je l'ai fait tout seul, mais je l'ai fait, c'est un bien grand mot, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas suivi de formation ou quoi, hein. C'est que je suis juste tombé sur le schéma de l'ikigai. Et en fait, c'est une grille de lecture. C'est une grille de lecture, mais qui te permet de poser sur le papier ce que tu es en train de chercher, en fait. Et parce que c'était ce que j'étais en train de chercher, moi. Effectivement, en étant chez PSA, je cherchais quelque chose dans lequel à la fois je peux être compétent, à la fois qui me plaise, à la fois qui me permette de vivre, donc qui est rémunérateur, quoi, grosso modo. Enfin, il y a plusieurs modèles d'affaires qu'on peut trouver, mais en tout cas, bah, un des objectifs, c'est d'arriver à en vivre, quoi. C'est la question économique, quoi, globalement. Et à la fois qui ait du sens, quoi. Je pense que de plus en plus, les gens cherchent du sens. En tout cas, moi, c'est ce que je cherchais. Et le sens, pour moi, c'est de faire en sorte que la planète reste habitable pour l'espèce humaine, quoi. Grosso modo, c'est ça. Bon, voilà. Donc, moi, je cherchais un truc qui réunisse tout ça. Bah, en découvrant la fresque du climat, je me suis dit, ah ouais, bah, ouais, là, on dirait que j'ai trouvé. C'est-à-dire que, bah, pour moi, ça avait beaucoup de sens. Il se trouve que tel que ça a été conçu, bah, ça peut être rémunérateur pour les animateurs qui le souhaitent. Et il se trouve que, bah, j'avais l'air compétent, quoi, et que ça me plaisait. Ça me plaisait. Donc, j'ai foncé là-dedans. J'ai participé à la fresque du climat. Donc, pour expliquer rapidement ce que c'est la fresque du climat, c'est comme moi, c'est un peu connu, là, mais ça vaut le coup d'en parler. C'est un atelier qui permet de bien comprendre le dérèglement climatique. Donc tout le monde en a entendu parler, hein, et de plus en plus du dérèglement climatique. Donc peut-être que tout le monde qui nous écoute se dit ouais, bien sûr, je connais le dérèglement climatique. Mais la réalité, c'est que on en entend des bribes par-ci par-là, et que la réelle compréhension, elle est généralement assez faible, et c'est assez difficile de toute façon de faire le lien entre tous les éléments dont on entend parler. C'est un sujet compliqué, objectivement compliqué, donc c'est normal de pas bien le comprendre tant qu'on ne s'est pas un peu sérieusement formé là-dessus. Pour se former sérieusement sur le sujet, il y a plusieurs façons de faire. Une bonne manière, c'est de lire les rapports du GIEC, qui est un groupement international issu de l'ONU qui fait une synthèse de tous les articles scientifiques pour le sujet. Il y en a plusieurs milliers chaque année, et les dites synthèses du GIEC qu'on peut lire font quelques milliers de pages, en fait. Donc, on peut lire ça, mais c'est galère, en fait. Et la fresque du climat, c'est un atelier qui facilite l'accès aux informations, en fait. Donc, c'est une manière de résumer tous ces rapports. Et sous quelle forme? Eh ben, sous la forme d'un atelier qui dure seulement 3 heures, une demi-journée, on va dire, et surtout qui est assez ludique, en fait, qui est très participatif, collaboratif. On regroupe des participants, donc on fait des équipes de 5, 6, 7, 8 personnes, et un animateur leur distribue des petites cartes qui ressemblent à des cartes postales. Sur ces cartes postales, eh ben, il y a écrit des petits morceaux des rapports du GIEC, on va dire. Enfin, en tout cas, ouais, des petits morceaux d'infos sur le dérèglement climatique. Et les participants, en discutant entre eux, doivent organiser les cartes, doivent trouver les liens entre les cartes, sachant qu'ils cherchent des liens de cause à conséquence. Et donc, ils cherchent, ils discutent. Donc, ils sont actifs. Ils sont pas en train d'écouter un conférencier. Ils sont actifs et ils organisent les cartes. Il y a les graphiques sur chaque carte. Et en faisant ça, en fait, comme c'est très participatif, bah, les gens restent impliqués. Ils se plongent vraiment dans les petites infos qu'il y a sur les cartes. Et petit à petit, bah, ils comprennent ce qui se passe. Et il y a une quarantaine de cartes qui vont des causes initiales du dérèglement climatique jusqu'à ses conséquences finales documentées scientifiquement. Et quand on fait ça, bah, ça y est, en fait, ça donne la vision globale du sujet, ça donne le lien entre tous les trucs dont on parlait, l'effet de serre, les énergies fossiles, les inondations, la sécheresse, les crues, l'acidification de l'océan. Voilà, tout ça est lié d'une manière très logique pour peu qu'on se donne la peine d'essayer de comprendre. Et bah, faire l'exercice, ça donne conscience de l'ampleur du sujet, de l'ampleur de la gravité du sujet, la gravité existentielle pour l'espèce humaine du sujet, et des causes précises et exactes du sujet, qui sont notre consommation d'énergie fossile. Et il y a quelques autres sujets qui émettent des gaz à effet de serre, notamment l'agriculture, sous d'autres formes que les énergies fossiles.
Donc on prend bien conscience de tout ça, on comprend bien, et la suite de l'atelier, c'est de donner des clés pour agir. Du coup, ça amorce, ça permet à chaque participant de se mettre dans une dynamique de mouvement, d'action, pour changer ses pratiques et changer la société autour de soi, quoi, son organisation ou ses proches. Et donc il y a tout un moment de débrief en fait où on réfléchit, on reçoit des actions, des infos pardon sur les ordres de grandeur, donc où sont les gros sujets sur lesquels il serait peut-être malin de commencer par agir, et puis sur ce qu'on peut faire vraiment à nouveau sous forme d'une discussion. Bref, du coup, c'est un atelier qui ouvre les yeux, qui est pas très long et qui permet de comprendre des trucs compliqués en très peu de temps, quoi. Ça ouvre les yeux et ça amorce un changement. Et donc, ça rencontre beaucoup de succès parce que c'est un bon moment, en fait, tout simplement. Et ce qui fait que ça change le monde, c'est que une fois que tu as participé à l'atelier, tu peux devenir animateur, animatrice toi-même assez facilement. Parce que c'est un atelier qui est très autoporteur, en fait. Il y a un animateur, mais tel que je l'ai décrit, vous avez vu que c'est les participants qui font le boulot, en fait. Donc, voilà, l'animateur n'a pas besoin de tout savoir pour permettre à d'autres personnes de jouer, entre guillemets. Et donc, de cette manière-là, les infos se propagent très vite, en fait, par ce principe que c'est facile de devenir animateur. Les infos se propagent vite. C'est vraiment cool, quoi. Ça aide à changer le monde. Et aujourd'hui, il y a 1 300 000 participants, je crois. Donc, c'est quand même colossal. Donc, c'est un super modèle et que j'ai repris avec Yvain Mouneux, donc un copain, pour parler des impacts environnementaux du numérique dans un atelier qui s'appelle la fresque du numérique, qui reprend le même modèle, mais pour parler des impacts environnementaux du numérique, parce que ouais, le numérique a des impacts environnementaux, même si on a tendance à se dire c'est dématérialisé, c'est virtuel, donc il n'y a pas d'impact. Si, en fait, il y en a beaucoup, et pas du tout là où on imagine de prime abord. Ils sont pas dans les emails, ils sont pas dans les data centers, ils sont dans autre chose. Donc c'est important de bien comprendre ça, quoi. Voilà. Et je voulais rajouter aussi que ce type de fresque, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que si on n'est pas scientifique, on va pouvoir s'en sortir. Et si on l'est, c'est bien aussi d'y aller parce que j'ai des connaissances d'ingénieurs, vu que mon copain est ingénieur, et il y en a beaucoup qui pensaient tout savoir. Et en fait, quand ils sont arrivés, ils se sont dit, en fait, je ne savais rien. Et donc, vu que mon conjoint est animateur, en fait, il s'est entraîné sur ses copains. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont venus. C'était en mode, on va aller aider Simon. Mais sur le moment, ils y auraient pas forcément été parce qu'ils pensaient vraiment tout savoir, parce que scientifique, parce que on a lu des choses. Et donc, c'est ça que je voulais ajouter, c'est vraiment, allez-y, peu importe ce que vous faites à la base dans la vie, parce que c'est accessible à n'importe qui et on apprend des choses, peu importe nos connaissances à la base. Et pour revenir sur la fresque du numérique, moi, ça m'intéresse parce que j'ai fait un peu d'informatique, j'étais product owner. J'aimerais savoir, c'est où, en fin de compte, où il y a le plus d'impact. Parce qu'on entend très souvent les mails. Donc je sais depuis un moment que non. Mais où est-ce qu'il y en a le plus? Il faut participer à l'atelier pour le savoir. Ouais, je vais essayer. Mais oui, les emails, c'est assez dramatique. C'est un peu nous la rengaine d'ailleurs contre laquelle on essaie de combattre. Parce qu'il y a même notre ministre de l'énergie, quand on lui a posé la question de ce qu'on pouvait faire pour le numérique, sa première réponse a été d'arrêter d'envoyer des emails un peu rigolos. Je sais pas si tu te souviens de ça. Voilà. Oui. Ce qui est complètement ridicule en fait comme réponse, malheureusement. Donc c'est vraiment dommage qu'elle ait dit ça. En fait, c'était peut-être le cas il y a plusieurs années, mais genre 10 ans quoi. Mais sauf que la situation a beaucoup bougé. Elle a beaucoup bougé en elle-même, la situation, et en plus de ça, elle est bien documentée maintenant. Ce qui était pas forcément le cas il y a 10 ans. Donc du coup, les infos qui circulaient il y a 10 ans, c'était peut-être que la situation était différente d'aujourd'hui, mais aussi parce qu'on racontait des conneries à l'époque, je pense. Bon. En tout cas, la situation aujourd'hui, quand on regarde les études qui existent sur le sujet aujourd'hui, elle nous montre quoi? Elle nous montre que le gros de l'impact environnemental du numérique, il est dans les terminaux, donc dans les équipements utilisateurs. Et là-dedans, principalement dans la fabrication de ces terminaux. Quand on parle d'impact environnementaux, en fait, on parle de plusieurs choses. On parle d'un sujet énergie-climat. Donc ça fait référence à la fresque du climat, par exemple. Parce que oui, c'est un gros sujet. Et le numérique contribue à nos émissions de gaz à effet de serre, comme d'autres activités. Mais oui, il y contribue. Bon, là où il contribue le plus, c'est dans la fabrication des terminaux. D'accord. Voilà. Et puis, il y a d'autres impacts environnementaux qu'il faut avoir en tête. Il y a le climat qu'on doit gérer si on veut que la planète reste habitable pour l'espèce humaine.
Mais malheureusement, il n'y a pas que le climat surveillé. Mmh. On commence à parler de sécheresse en France, donc évidemment c'est lié au climat, mais c'est un sujet en tant que tel. En fait, l'eau douce, c'est-à-dire que si le climat est bon, mais qu'on n'a pas d'eau douce, en fait, l'espèce humaine disparaît. Si l'espèce humaine est sur Terre, mais qu'il n'y a pas de biodiversité autour, en fait, l'espèce humaine disparaît. On ne sait pas vivre sans biodiversité. Si on n'a pas des sols de qualité, ça rejoint le sujet de biodiversité, les sols, mais si on n'a pas des sols de qualité, pareil, on n'y arrive pas. Si on a de l'air trop pollué, avec trop de substances synthétiques, on n'y arrive pas non plus. Bref, il y a plusieurs sujets à surveiller, ça s'appelle les limites planétaires. Donc il y a plusieurs manières de modéliser ces différentes limites planétaires. Mais ce qui est certain, c'est que le numérique tape, entre guillemets, dans plusieurs de ces limites planétaires, notamment parce qu'il consomme beaucoup de ressources minérales, des métaux notamment, et qui génère beaucoup de pollution au moment de l'extraction des matières, mais aussi au moment de la gestion de la fin de vie des objets. Alors gestion, c'est un bien grand mot parce que la réalité, c'est qu'il y a assez peu de gestion en réalité, on en fait un peu n'importe quoi, mais c'est quand même une étape du cycle de vie qui génère beaucoup de pollution. Et ces pollutions au sens toxicité, ça touche la biodiversité, de même que l'extraction, qui touche aussi la question de la pénurie en eau, comme la fin de vie. Donc le numérique, c'est le climat, mais ça touche aussi la question des ressources minérales, mais aussi des ressources en eau, des polluants, de diversité autour. Il y a aussi l'humain, conditions de clasher, fabrication, fin de vie, et aussi des questions de santé mentale, d'utilisation du numérique, d'autres sujets plutôt sociaux ou sociétaux. Donc le numérique tape un peu dans tout ça et il y a pas que le climat, je le répète, mais la constante, c'est que dans tout ce que représente le numérique, ce qui génère le plus d'impacts environnementaux négatifs, c'est les terminaux et la fabrication des terminaux. Okay. C'est pas les emails, c'est pas envoyer des trucs un peu rigolos, même en pièces jointes, même 10 personnes. Ok, bien sûr, ça va générer moins d'impacts environnementaux si au lieu d'envoyer à 10 personnes, t'envoies une personne. Ok, si t'envoies pas de pièce jointe plutôt qu'une pièce jointe de 1 méga ou 10 mégas ou 100 mégas, ouais. Mais en fait, tout ça, c'est peanuts par rapport à acheter un téléphone, acheter une tablette, acheter un ordi, acheter un écran au sens large, dans des rapports de 1 à 100, voire 1 à 1000. Donc juste les emails, faut arrêter de se prendre la tête avec ça. Il y a un sujet pour les emails de santé, d'hygiène mentale, quoi, parce qu'évidemment, quand t'es submergé d'emails et que tu te retrouves à rien dans tes archives parce que t'en as 50 000 et que tu t'y perds, ok. Mais si tu parles vraiment d'impact environnementaux, les meilleurs gestes, c'est de limiter la fabrication d'équipements. Donc, ça veut dire utiliser moins de numérique, en premier lieu, forcément. Si tu l'utilises, ça veut dire utiliser du matériel le plus ancien possible. Donc, ça veut dire prendre soin, faire durer son matériel, éviter de multiplier les appareils, se contenter d'un seul écran. Et si tu dois vraiment acheter d'occasion. C'est tout simplement ça, en fait. C'est ça les gestes, le geste numéro 1. Numéro 1, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de numérique? Si j'ai besoin, est-ce que j'ai vraiment besoin de plusieurs appareils pour faire ce truc-là? Et si j'ai vraiment besoin, est-ce que je suis obligé de faire fabriquer du neuf? Est-ce que je peux pas me contenter d'un truc d'occasion ou de réparer un appareil qui était là, etc. Oui, puis on revient sur la sobriété, sur la simplicité, en fin de compte. Il y a toute la partie consommation où on demande, on va dire, aux personnes de réfléchir, est-ce que j'en ai vraiment besoin? En fait, c'est juste faire la même chose aussi dans le numérique, quoi. Ouais, exactement. C'est exactement le même principe. En premier lieu, de toute façon, la sobriété, c'est en premier lieu questionner les besoins, en fait. Se dire, j'ai compris que mes activités allaient avoir un impact environnemental, que ce soit numérique ou pas, en fait. Les activités humaines ont forcément un impact environnemental, qu'on le veuille ou non. Donc le but du jeu, c'est que la somme de nos activités, toutes nos activités, la somme de toute l'humanité confondue, faut que la somme de toutes nos activités ne dépasse pas les limites planétaires. Donc on peut optimiser nos activités, faire en sorte qu'elles soient plus efficaces, faire en sorte qu'il y a moins de gaz à effet de serre, mais généralement c'est un peu des vases communicants, ça vient agresser entre guillemets une autre limite planétaire. Donc on peut faire au mieux, mais il y a un type de geste qui lui ne fait qu'améliorer la situation, c'est la sobriété, c'est-à-dire se dire volontairement, non, en fait, ce que j'ai besoin de plus, est-ce que j'ai besoin d'avoir un truc qui a l'air mieux, peut-être pas en fait. Faut d'abord questionner ses besoins. Ça c'est la priorité parce que ça draine toute la suite et surtout il y a pas d'effet de bord, il y a pas d'effet caché
de déplacement d'impact environnemental sur un autre sujet. Si je veux réduire l'impact environnemental, par exemple, du fait de chauffer chez moi, je peux, dans un premier temps, je peux me dire, OK, zut, je me chauffe au gaz, ça fait des gaz à effet de serre, c'est embêtant. Bah tiens, je peux mettre un chauffage électrique ou une pompe à chaleur, quoi. OK. Et c'est vrai, je peux faire ça. Mais je peux aussi me dire, attends, mais je peux peut-être isoler mon logement parce que du coup, au lieu de cramer 10 litres de gaz, je vais mettre 5 litres de gaz. Et c'est vrai aussi, tu peux isoler ton logement, c'est vrai. Tu peux faire isoler ton logement et en plus remplacer ta chaudière au gaz par une pompe à chaleur. Et tu peux cumuler les deux, quoi. Mais tu peux aussi, et c'est encore cumulable, tu peux te dire, mais attends, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un confort à 21 degrés à l'intérieur? Est-ce que je peux pas me contenter de 20 degrés, 19 degrés, 18 degrés, 17 degrés, 16 degrés et mettre un pull? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de se chauffer soi-même que de chauffer toute la pièce. Eh ben ouais, tu peux. Et en fait, décider de chauffer à 18, il n'y a pas d'effet de bord environnemental. C'est un changement de comportement, mais tu peux tout à fait vivre. Et alors que si tu décides d'isoler ton logement, bah il y a un peu des effets de bord parce que les matériaux que tu choisis, bah en fait, ils vont avoir un impact environnemental qui est peut-être supportable collectivement. C'est vrai, mais en tout cas, il y a un effet de bord. Quand tu choisis de remplacer ta chaudière au gaz par une pompe à chaleur, bah il y a un effet de bord aussi parce que ta pompe à chaleur, bah déjà bon, il a fallu la fabriquer, faudra la gérer en fin de vie et puis elle consomme de l'électricité. Et l'électricité, bah, elle sort pas d'une boîte magique. Il faut la fabriquer d'une manière qui a forcément des impacts environnementaux négatifs, forcément. Qu'on parle de nucléaire ou d'énergie renouvelable, il y a un sujet de matière, il y a un sujet éventuellement de déchets radioactifs. Donc, bref, dès qu'on consomme de l'énergie, on a des effets de bord. Donc, la sobriété, c'est la seule manière de ne pas avoir d'effet de bord du tout, de limiter de manière certaine ces impacts environnementaux. Et souvent, c'est un autre sujet, mais souvent ça rend plus heureux en fait la sobriété. Donc je sais pas si tu veux qu'on parle de ça, mais c'est un truc c'est un truc assez important à avoir en tête en fait. Ouais. Je vais d'abord poser une autre question et après on reviendra sur le bonheur. La question que je voulais te poser, c'est comment ça t'est venu de venir parler du numérique? Ok, en fait moi j'ai toujours été geek, Okay. mais j'ai toujours été geek en fait. Voilà. Donc chez PSA j'ai travaillé un peu dans l'informatique, ça n'a pas été vraiment mon cœur de métier parce que j'étais surtout chez PSA par passion pour la voiture. Mais j'en avais fait un peu quand même, donc voilà, c'est un peu mon truc, l'informatique, ou ça l'était du moins, ça change vite. Mais c'est un truc avec lequel j'ai toujours été à l'aise, donc c'était facile. Et puis ce qui s'est passé en fait, c'est qu'en sortant de PSA, j'avais prévu de travailler dans l'informatique, d'être développeur web en fait, mais je voyais ça comme un sujet alimentaire en fait, pour faire des trucs écolos à côté. Pas vraiment par passion, mais c'est juste parce que je savais que j'y arriverais et que ça pourrait le faire pour générer des revenus, hein, voilà, tout simplement. Et puis quand j'ai découvert la fresque du climat, en parallèle, je me suis dit OK, il faut que je me documente sur les impacts environnementaux du numérique en fait, pour pas être en dissonance à nouveau entre mon sujet alimentaire et mes sujets environnementaux. Et en fait, à ce moment-là, je pensais que le sujet c'était les emails et les data centers. Et en fait, en me renseignant, donc c'était j'ai d'une part vu que apparaissaient les premières synthèses sur le sujet, la première documentation sur les impacts environnementaux du numérique que j'évoquais là, qui est assez récente, date de 2018-2019. Donc j'ai vu tiens, il y a des choses récentes qui apparaissent et qui précisément n'expliquent pas que ça vient des emails ou des data centers, expliquent que ça vient d'autres sujets. Donc j'ai trouvé ça assez passionnant de voir que c'était pas ce que je pensais que c'était, quoi, tout simplement, qu'il y avait une forme de surprise. C'était compliqué, que c'était plus subtil que ce que j'avais en tête. Donc je me suis dit, tiens, c'est un sujet qui mérite d'être compris, en fait. Et qu'il y a des choses à expliquer et d'une manière pas forcément simple parce qu'il y a des subtilités là-dedans. Donc j'avais finalement de la documentation sous la main pour expliquer des choses à la fois qui me semblaient utiles et à la fois qui n'étaient pas instantanées à comprendre, quoi. Donc j'avais ça d'un côté et de l'autre côté, j'avais la fresque du climat. Et puis je commençais à bien la connaître et la comprendre et je voyais que la fresque du climat, c'était une manière de procéder très efficace pour faire comprendre des choses compliquées d'une manière simple. Donc il y a un moment où avec Yvain Mouneux, on s'est dit qui était en fait quelqu'un que j'ai rencontré autour de la fresque du climat, qui a un parcours pas identique au mien mais assez proche, quoi.
qui lui aussi s'était reconverti dans le développement web et voilà, avec lequel on s'est retrouvé autour de la fresque du climat et qui s'était formé et documenté sur les impacts environnementaux du numérique. Bon, bref, il y a un moment, on s'est dit, on voyait que tous les deux, on avait en commun de comprendre les impacts environnementaux du numérique, nouvellement documentés, et de par ailleurs bien comprendre la fresque du climat. Et donc, on a fait le rapprochement, en fait, tout simplement. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas réunir les deux dans un truc qui s'appellera la fresque du numérique? Du coup, ce sur quoi on s'est lancé fin 2019, et l'atelier existe depuis 2020. Puis il fonctionne bien. On vient de passer 70 000 participants. Puis on forme des animateurs de la même manière, de manière à ce que le message se propage le plus possible pour le grand public, mais aussi dans l'enseignement, en entreprise ou dans les organisations publiques. Ok, donc même dans les entreprises, s'il y a une entreprise qui voudrait faire ça pour ses salariés, c'est possible aujourd'hui. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ok, et cool. En fait, et même il y a beaucoup d'entreprises que ça intéresse, et je pense qu'il y a une raison à ça. En fait, je peux faire un parallèle avec la fresque du climat. Je pense que les deux sujets en réalité concernent tout le monde, mais tout le monde quoi. Toutes les entreprises sont concernées par la fresque du climat et la fresque du numérique, tout simplement parce que toutes les entreprises utilisent du numérique, c'est certain. Enfin, ouais, peut-être pas toutes, mais on va dire au moins 95%. Et toutes les entreprises sont concernées par le dérèglement climatique. Et là, pour le coup, on peut dire que c'est 100%. Sauf que, pour le dérèglement climatique, mon expérience, c'est que j'en croise beaucoup qui ne voient pas le lien entre elles-mêmes et le dérèglement climatique, ou qui considèrent que c'est vraiment pas leur priorité. Et c'est bien dommage. Mais, en tout cas, qui se sentent éloignés du sujet. Donc, ils se disent, ouais, le climat, ok, mais moi, je suis pas Total. Moi, je fais autre chose qui a rien à voir. Je vois pas en quoi je suis lié à ce truc. Et c'est une erreur, en fait, parce que tout le monde est lié à ce truc. Tout le monde contribue au dérèglement climatique. Donc, c'est important de comprendre pour améliorer la situation. Et puis, surtout, je pense que c'est une erreur parce que tout le monde est concerné par les conséquences du dérèglement climatique. Et ça, de manière certaine. Parce que, sans parler de fin du monde, c'est juste en train de changer nos conditions de vie et grande vitesse. Et nos conditions de vie, ça veut dire des choses très concrètes comme la température qu'il fait aujourd'hui, le risque de se prendre une inondation, un cyclone sur la gueule. Donc ça change les conditions de fonctionnement au quotidien des entreprises. Donc rien que pour ça, mais en plus ça change le marché de n'importe quelle entreprise ou l'environnement de n'importe quelle entreprise. Pourquoi? Parce que il y a une pression sociétale pour faire bouger les choses, et tant mieux, et tant mieux. Donc les clients demandent des choses différentes et des réglementations arrivent pour de toute façon contraindre les entreprises à proposer des choses différentes ou à les proposer différemment. Donc une entreprise ou une organisation quelle qu'elle soit qui se dirait moi je m'en fous, je continue mon truc comme d'habitude, en fait commet une erreur et elle prend du retard sur d'autres qui sont en train de commencer à s'adapter. Et c'est ce qu'il faut pour réduire la pression sur l'environnement, ok, notamment par le sujet climat, mais aussi pour se préparer simplement à un nouveau marché, quoi, de nouvelles réglementations, de nouvelles demandes des clients. Donc c'est une grosse erreur de se dire ouais non, ça c'est pas mon truc, ou je verrai plus tard, on verra bien. Si tu regardes plus tard, en fait, c'est que tu regardes trop tard, quoi. Et puis le numérique, là, ce qui est intéressant, c'est que ok, ça concerne peut-être pas 100% des boîtes, mais je pense que toutes les boîtes qui se sentent qui utilisent du numérique, du coup, se disent ah ouais, tiens, la phase du numérique, ouais, ça c'est vrai, oui, nous on a du numérique. Et ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que on a une partie des entreprises intéressées par l'atelier qui viennent pas pour la bonne raison, quoi, grosso modo, qui viennent en se disant ah tiens, ça m'intéresse parce que je vais apprendre à trier mes mails, ou ça va me permettre d'expliquer à mes équipes qu'il faut qu'elles vident leur boîte mail. Et donc, comme j'ai expliqué, l'atelier va pas leur servir à ça. Donc on explique ça aux clients, mais c'est pas grave en fait, parce que c'est une porte d'entrée en fait pour aller plus loin, pour faire prendre conscience que ouais, ok, peut-être ce sujet des emails, mais en fait le vrai sujet sur lequel toutes les boîtes peuvent contribuer, c'est est-ce que je peux pas avoir moins de matériel en interne? Mais on peut aller encore plus loin en fait, parce que ok, on peut se dire que je sais pas moi, chez Total, enfin n'importe quelle boîte, ok, on peut réduire le parc informatique, on peut travailler sur le parc informatique de la boîte, mais même ça suffit pas, ça change pas forcément le monde, quoi. L'atelier, il sert aussi à se questionner encore plus largement sur nos besoins en numérique, mais peut-être même sur les business models. Enfin, en tout cas, c'est l'ambition qu'on a avec l'atelier.
c'est d'aider les organisations, y compris entreprises, à se dire mais attends, mais pourquoi on court en avant comme ça? Pourquoi on a besoin de toujours plus en fait? Pourquoi on veut le dernier iPhone? Est-ce bien raisonnable ça et à quoi ça sert surtout? Et du coup, est-ce que notre business model, est-ce qu'il est pertinent en fait? Est-ce que c'est ça qu'on veut apporter au monde quoi? Voilà. Alors c'est super ambitieux et je pense pas que l'atelier il aboutisse à ça dans toutes les boîtes, mais on l'a quand même tourné de manière à aller un peu dans cette direction, encourager chacun, individu ou organisation, à se demander quelle est sa place dans le monde et est-ce qu'elle contribue de manière positive à l'avancée du monde quoi. Et de quelle manière tu trouves ton bonheur dans l'écologie? Eh ben moi mon moteur perso c'est d'avoir l'impression d'être utile en fait, d'avoir l'impression d'être utile au collectif. Voilà, après dans mon parcours perso et ma bifurcation que j'évoquais tout à l'heure, c'est des choses que j'avais du mal à formuler même à l'époque hein, donc je veux dire c'est un parcours de vie en fait, c'est des choses qui avancent petit à petit. Je sais plus qui mais genre Platon a dit connais-toi toi-même, non, il y a une histoire comme ça. Donc moi c'est vraiment ce que j'expérimente, c'est que je me connais moi-même de mieux en mieux chaque année quoi. Bon bref. Et du coup, je vois que ce qui est important à mes yeux, c'est d'avoir l'impression d'être utile à la collectivité. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, quoi. C'est ça que je veux dire. Hein. Donc, et puis c'est respectable. Hein. Il y a des gens pour qui c'est d'autres trucs qui sont importants. Moi, ce qui est important à mes yeux, c'est d'avoir l'impression d'être utile au collectif. Pourquoi? J'en sais rien, mais c'est ça que je ressens, quoi. Donc, dans mes projets actuels, j'ai l'impression de contribuer aux projets dans lesquels je suis. Voilà, peut-être que je me gourre, mais en tout cas, j'ai l'impression de contribuer et c'est ça qui est important à mes yeux, c'est que j'ai cette impression, même si c'est pas le cas, je m'en fous. En fait, c'est quand même cette impression. Et puis, j'ai l'impression aussi que ces projets, ils contribuent à une amélioration collective. Là encore, c'est peut-être pas le cas, malheureusement, mais en tout cas, j'ai cette impression et, au final, c'est ça qui me rend heureux ou plus heureux que quand j'étais salarié, en fait. C'est quand j'étais salarié, j'avais assez peu l'impression d'être utile au collectif. J'avais l'impression d'être utile à la structure dans laquelle je travaillais, mais j'avais pas l'impression que cette structure était utile au monde, quoi. Et c'est ça qui me manquait. Est-ce qu'on a besoin de se connaître pour trouver du sens? Je pense que oui. Je dirais que oui. Mais comme je disais, en tout cas, moi, rétrospectivement, je pense que c'est normal de ne pas se connaître. De ne pas se connaître en totalité. D'une part parce qu'on change soi-même continuellement. Et là aussi, je le constate vraiment, quoi. Je sais que je suis différent d'il y a 5 ans, d'il y a 2 ans, d'il y a 15 ans, et c'est normal. Et je pense que tout le monde est comme ça. Et puis, parce que j'ai pris l'expérience et que j'ai compris des choses que je ne comprenais pas précédemment. Et donc, ça m'aide à me comprendre moi-même, en fait. J'ai des clés de lecture que je n'avais pas précédemment. Donc, je me connais de mieux en mieux et ça donne du sens à mes activités. Je comprends mieux pourquoi je fais des trucs, pourquoi je suis à l'aise dans certains trucs et pourquoi ça me plaît de faire certains trucs. Et en dernière question, un peu philosophique, mais t'en as parlé tout au long, c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi? Pour moi, c'est prendre soin. Je crois qu'on peut faire de l'étymologie. Je suis pas sûr de mon coup là, mais écologie, ça devrait être l'étude de la maison, quoi, ou quelque chose comme ça. Hein. Oui. Donc c'est la connaissance de la maison, si je me trompe pas. C'est la connaissance, ouais. Voilà. Donc il n'y a pas forcément la notion de prendre soin étymologiquement, mais moi c'est à ça que j'associe le mot, quoi. C'est comment prendre soin là où on vit, tout simplement, sachant que c'est menacé. En fait, le point, c'est que pendant des millions d'années, des milliers d'années, jusque les derniers siècles et même les dernières dizaines d'années, on s'est dit que notre maison ne risquait rien, en fait. Elle risquait peut-être par des éruptions volcaniques ou un astéroïde qui s'écrase. Elle risquait, il y avait peut-être des dangers extérieurs à nos activités humaines. Et c'était vrai. Et du coup, on a conçu tout notre système économique sur ce principe-là. Sur le principe que nos activités ne mettent pas en danger les équilibres de notre maison étant la planète, ne mettent pas les équilibres de la planète tout simplement parce qu'elle est très grande, beaucoup plus grande qu'un être humain. Et c'était vrai jusqu'à il y a très peu de temps. Donc quand j'émets des gaz à effet de serre, ça se noie dans l'immensité de la taille de l'atmosphère et c'est négligeable. Voilà, c'est négligeable.
quand je prends des ressources minérales dans le sol, c'est négligeable. Donc ça n'a pas de prix, je m'en fous, c'est négligeable. Et puis en fait, on arrive à un stade où cette hypothèse que c'est négligeable devient fausse. Et collectivement, il faut du temps pour admettre ça en fait. C'est que l'hypothèse de départ, qui est vraiment un truc à la con coincé en bout d'une phrase, qui est que les ressources naturelles sont inépuisables, donc l'effet de l'homme sur ces ressources est négligeable. C'était vrai, et puis là, admettre que c'est plus vrai, c'est douloureux, ça fait mal, et ça prend du temps en fait d'accepter ça. Et alors, une fois qu'on a admis ça, ça prend encore plus de temps d'imaginer, merde, un autre système qui prend en compte que nos activités ont l'impact. Donc pour moi, l'écologie, c'est ça en fait, c'est de prendre soin de notre maison, parce que sinon on la pète. Et la planète en elle-même, même si on la rend inhabitable pour nous, elle continuera très bien, quoi. Il y a souvent une forme de malentendu où on dit faut sauver la planète, faut je sais pas quoi autour de la planète, et la réalité c'est que la planète, elle sera toujours là dans 1000 ans, dans 1 million d'années, il y a aucun problème en fait. Enfin, on sera pas là pour vérifier, mais de manière macro, il y a aucun danger pour la planète. La question c'est, est-ce qu'on veut que cette planète reste habitable pour nous? Elle est parfaitement adaptée à nous, par définition, puisque on est né dessus, donc en fait c'est nous qui nous sommes adaptés à ce qu'elle nous proposait, et on est en train de la modifier d'une manière qui la rend inadaptée à nous. Donc c'est quand même assez crétin en fait. Quand tu regardes vu de loin, tu te dis faut vraiment être con en fait, faut vraiment être con. Et si des petits hommes verts nous observent, je pense qu'ils doivent se dire ça, quoi. Ils doivent se dire putain, ils vont dans le mur et ils y vont gaiement en plus. C'est quand même étonnant. Voire même ils envisagent de changer de planète pour voyant qu'ils n'arrivent pas à gérer la leur, ils se disent on va aller en fabriquer une autre ailleurs. C'est absurde vu qu'on n'arrive déjà pas à bien gérer la nôtre. Bref, donc voilà, pour moi l'écologie c'est prendre soin, et moi, mais c'est mon point de vue perso et c'est tout à fait perso, j'associe ça au fait de prendre soin des autres êtres humains en fait. J'arrive pas à dissocier les deux moi, mais je comprends tout à fait qu'on puisse dissocier les deux. Donc et c'est là que ça rejoint la quête de sens et le bonheur pour moi en tout cas. C'est que moi ce qui me rend heureux c'est cette histoire de prendre soin en fait et de me sentir utile. Et je pense que le point commun, c'est de sentir un retour, en fait, de sentir une forme d'amour, en fait. Quand je prends soin de moi-même et surtout des autres et de l'habitat collectif, j'ai l'impression d'avoir en retour une forme d'amour, quoi, tout simplement. C'est ça qui me fait du bien, en fait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Peut-être sur la sobriété, parce que je l'évoquais tout à l'heure. Pour moi, la sobriété, c'est une grande source d'apaisement en fait intérieur et qui rend heureux aussi en fait. La sobriété, ça aide à. Je dis pas que je le suis parfaitement, je ne suis pas du tout un ami, j'ai une vie moderne et je fais plein de trucs à la con. Je m'efforce de faire mieux, mais viser la sobriété en fait, c'est viser un calme intérieur qui fait beaucoup de bien. Donc ça rejoint ceux qui font de la méditation. Je ne fais pas de méditation, mais j'aimerais beaucoup. Viser ce calme intérieur, éviter la surabondance, ça fait beaucoup de bien, ça calme et ça aide à être heureux, quoi, tout simplement. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite évidemment de jolis moments de vie en pleine nature.